Bonjour à tous. Donc effectivement, Étienne Robert. Donc je suis en charge des activités d'intégration réseau, mobile et IoT chez Orange Business en France. On a à peu près combien on est, Jean-Luc, maintenant 1500 experts répartis sur l'ensemble du territoire. Et on travaille sur un certain nombre de projets. Je vais vous en parler d'un. Alors c'est toujours particulier quand on parle d'un projet, alors qu'il y a certains acteurs qui sont dans la salle, mais je vais essayer d'en parler puisque le thème, alors je ne sais pas si tu l'avais pris pour fêter Global Industrie qui revient à Lyon, c'est une année sur deux. C'est quand même les déploiements de réseaux et de projets à l'échelle. Et là, je vais en citer un qui dure et qui va continuer de durer et qui fonctionne. Donc on en parlera tout à l'heure. Un petit mot avant pour vous parler d'Orange Business. Donc Orange Business, on a à peu près 30 000 collaborateurs, 10 000 en France, le reste à l'international, présent dans plus de 100 pays. Donc on accompagne aussi des projets à l'international et on cherche pour ça un certain nombre de partenaires, parce qu'on ne fait rien seul, on est un intégrateur, une entreprise de services numériques, et donc on a besoin de partenaires technologiques pour accompagner ces déploiements. Orange Business, c'est aussi, et on peut en être fier, le leader, et c'est reconnu, c'est pas moi qui le dis, hein, par le Gartner, tout en haut à droite, sur la connectivité IoT mondiale, puisqu'on accompagne un certain nombre de fabricants, notamment dans l'automotive, partout dans le monde, que ce soit des constructeurs français ou des constructeurs maintenant asiatiques ou américains, quand il s'agit de connecter les voitures. On est un leader aussi, et dans le tout nouveau Magic Quadrant de Gartner, sur les réseaux privés mobiles. Et c'est toujours plaisant de voir des acteurs français au-dessus des Américains ou au-dessus des acteurs asiatiques. Et donc voilà, on a été directement classé en haut à droite et on en est très fiers. Alors après, on appartient au groupe Orange et ça donne un atout assez formidable. Alors Bernard en a parlé, puisque Orange c'est un opérateur dans une trentaine de pays dans le monde, en Afrique, dans des régions parfois plus contraintes aussi en termes d'infrastructures, et bien évidemment en Europe. Et c'est un opérateur qui a encore de la R&D. Ce n'est pas le cas de tous les opérateurs, mais on a la chance effectivement d'avoir des belles équipes de recherche et de développement qui standardisent, qui ont standardisé la 5G, qui continuent de standardiser la 5G parce qu'on n'est pas tout à fait encore au bout de l'histoire, qui ont des convictions qu'ils affichent. Vous pouvez télécharger un white paper sur des convictions de ne pas aller vers de la 6G, mais plutôt d'aller maintenant vers des évolutions plus régulières, de toute façon qu'on fait déjà, hein, de nos standards, mais pas de Big Bang. On voit les impacts avec le sunset 2G, 3G des Big Bang. Donc comment on arrive à être un peu plus pérenne et modulaire aussi dans les choix qu'on fait mondialement. Donc ça, on le fait nous, Orange, il y a des Américains, AT&T, il y a des Chinois, China Telecom, et puis il y a les grands constructeurs de réseaux et d'infrastructures avec les Huawei, les Nokia, les Ericsson. Et voilà, on est au cœur de ces sujets de standardisation et c'est vrai que c'est un vrai atout. C'est vrai aussi sur les standards autour de l'eSIM, de l'iSIM. Donc alors je sais jamais, enfin le I anglais, le I anglais, pour le travailler en grande proximité avec les Quectel, les séquences, les gens de cet environnement-là. Et c'est vrai que ça nous donne un atout assez important pour anticiper et voir finalement et travailler les évolutions à 10-15 ans, puisqu'on est un acteur aussi long terme. Je pense que ça fait un certain temps qu'on est présent, et puis on est dans une logique très industrielle. On est peut-être, par rapport à certains de nos concurrents, un peu moins dans une logique purement court-termiste et financière. Je ne vais pas citer l'actualité de certains concurrents en France. Du coup, ce que je voulais peut-être partager avec vous, c'est un projet sur un déploiement de réseaux industriels à grande échelle. Alors c'est presque un peu deux projets, mais qui sont liés finalement à l'obsolescence que je citais tout à l'heure de la partie PSTN, enfin RTC, qui sont liés aussi à la transformation du réseau électrique en France, beaucoup moins centralisé, beaucoup plus distribué. Et donc on accompagne maintenant depuis un certain nombre d'années le groupe RTE, et il y a des communiqués de presse, donc c'est pas forcément depuis un certain temps privé, et le groupe Enedis sur leur transformation
que je décris, de gestion de cette obsolescence du RTC, mais surtout de capacité à piloter, on parle souvent de smart grid, mais de piloter nos réseaux électriques avec X producteurs d'énergie. Et puis maintenant, alors là vous êtes plus directement concerné, X compteurs, alors je ne sais pas combien on est de compteurs Linky, mais on ne doit pas être loin de 20 millions peut-être. 36, voilà, j'étais bien loin, 36 millions compteurs Linky déployés en France. Et donc cette capacité à piloter le réseau. Alors quand on a travaillé à l'époque avec ces deux grands acteurs, il y a quelques années maintenant, il y avait bien évidemment un enjeu fort de contraintes physiques, équiper 300 000 transformateurs, il y en a 800 000 je crois des transformateurs en France. On va en équiper déjà 300 000, mais 300 000 transformateurs en France dans les conditions de chaleur, alors moi je ne suis pas un expert comme vous, là, beaucoup dans la salle, mais qui doivent résister à des brouillards salins, qui doivent résister à un certain nombre de contraintes physiques. Ça ne se fait pas avec le produit, même si j'adore mes copains du grand public, mais le produit standard qui existe sur le marché. Ça nécessite de se poser avec les fabricants, de se poser avec une filière industrielle pour concevoir un produit qui va être robuste et qui va durer dans le temps. Parce qu'il ne s'agit pas de former les salariés d'Enedis tous les 4 matins sur X équipements pour déployer ça, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est des déploiements, plus de 10 000 transformateurs là, qui sont déployés tous les ans. Il ne s'agit pas de le faire avec un matériel qu'on serait amené à faire évoluer ou à changer dans le temps. Donc contrainte, je l'ai dit, physique, contrainte de durabilité, contrainte aussi de maillage géographique. Alors, ce serait bien que les 800 000, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, transformateurs soient tous à côté, mais là on parle de l'ensemble du territoire français, de former des milliers de collaborateurs sur ce type de déploiement à l'échelle. Et donc on a travaillé avec ces deux grands partenaires sur des logiques zéro touch pour pouvoir déployer et configurer à distance une bonne partie finalement de l'intelligence qui est dans ces routeurs, en l'occurrence industriels, qu'on déploie sur les 300 000 transformateurs que je décrivais. Il s'agit aussi de pouvoir, dans le temps, on parle de durabilité, les gérer, les superviser, et ça, de s'assurer d'avoir les dernières versions de firmware, d'avoir la sécurité up-to-date sur l'ensemble de ces devices. Et ça, pareil, ça nécessite des outillages propres à ce type de projet. Dernier point aussi, il y a un aspect qui était très important pour cet acteur et qui doit être important quand on fait ce type de projet et qu'on les passe à l'échelle, c'est la résilience. Je parlais de filière industrielle. On a bien vu avec le Covid les risques qu'on pouvait avoir, les dépendances qu'on pouvait avoir sur certaines filières. Et donc cette logique de dual sourcer avec des acteurs pas que américains ou asiatiques, mais aussi des acteurs européens. Et donc il y a toute une partie de ces routeurs qui sont fabriqués en Europe avec une chaîne industrielle européenne. Et il ne s'agit pas de déployer un seul modèle de routeurs dans ce projet-là. Dernier point, et ça va faire le lien avec notre hôte, dans tous ces déploiements à l'échelle et globalement, il y a des sujets d'hybridation. On ne peut pas prétendre couvrir avec la 4G l'ensemble du territoire. On ne peut pas prétendre, et donc il est important de réfléchir finalement à un panel de connectivité. Le filaire, c'est bien, mais ça peut coûter cher, ça peut être compliqué à déployer, ça peut être fragile. Et donc la 4G est un élément de réponse. Le satellite en est un autre. Et donc il y a un certain nombre de travaux en cours pour hybrider un peu plus encore avec le satellite. Les sujets aussi des réseaux privés mobiles. Enedis, je ne sais pas si vous le savez, mais un réseau qui s'appelle Somero, qui date, je ne sais plus comment il s'appelait précédemment, mais qui a évolué, qui s'est numérisé et qui dure depuis quand même un certain nombre d'années et qui pilote un certain nombre d'OMT aujourd'hui en mode dégradé, qui permet des communications, si jamais, ça n'arrive jamais Bernard, mais les réseaux publics tombaient,
pour les personnels d'Enedis. Et donc voilà, cette hybridation et cette résilience aussi dans les choix technologiques de couverture est très importante. Et on a travaillé avec EBDS aussi sur les compléments de couverture avec des systèmes antennaires, puisque sur ces projets, il y a systématiquement aussi un besoin d'accessoires. On ne peut pas fonctionner avec le routeur seul. Il faut penser antennaire, il faut penser staging, il faut penser à un certain nombre de sujets dans ces grands projets industriels, si on veut, qui durent et qui passent à l'échelle. Et donc, on a besoin de partenaires capables de nous orienter, de distribuer vos différentes solutions qu'on a pu voir et que je serais ravi de découvrir tout à l'heure. Donc voilà ce que je pouvais partager sur un déploiement qui est en cours, puisque je vous disais, il y a plus de 10 000 transformateurs qui se déploient là tous les ans, qui est à l'échelle. Il y en a déjà 25 000 sur la partie transformateur qui sont opérants et qui va devoir durer sur les 10 prochaines années et bien au-delà même d'ailleurs. Et donc je pense qu'il y avait ces éléments qui sont clés, c'est la résilience, penser ma chaîne industrielle, peut-être surtout en ce moment pas full américaine-centrique ni full asiatique-centrique, et avoir des alternatives. Et on le voit ça de plus en plus dans nos discussions, notamment avec la défense, où ils nous le demandent très 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 fortement. Donc le sujet de la résilience, le sujet de l'hybridation des connectivités avec des réseaux publics, des réseaux privés, différentes technologies, satellites, mobiles et IoT. Le sujet, bien évidemment, du déploiement, des déploiements à l'échelle, ça va nécessiter de la simplicité, de la standardisation et de l'automatisation. Et là, il y a beaucoup de développement en ce moment sur les sources de vérité, les API réseau. On travaille beaucoup avec nos équipes d'innovation sur les API réseau pour automatiser ces déploiements. Et dans la partie run et exploitation, bien évidemment, exploiter à nouveau ces API pour superviser ces réseaux industriels et les maintenir dans le temps avec les firmware up-to-date. Ça, c'est clé si on veut vraiment passer à l'échelle ces grands déploiements. Donc voilà quelques petits partages que je pouvais faire là ce matin sur nos projets, sur un gros projet industriel. Et puis on aura des experts, si vous allez à Global Industries, on aura quelques experts sur un petit stand. On est sur 2 stands, je crois. On est sur le stand d'IWI de la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur le stand du village 5G. Donc n'hésitez pas à passer voir là nos experts qui pourront détailler les différentes typologies de réseaux privés qu'on peut proposer. Et sur DIWI, tu fais une démo Computer Vision, c'est ça? Computer Vision sur le Worker Safety. D'accord, donc sur la détection des ports de pays avec des algos qu'on a développés à Rennes, avec nos ingénieurs qui sont dans les équipes, pour détecter le port de pays. Et ça, on ne les fait pas seuls, on les fait avec des partenaires technologiques à nouveau. Et donc on sera ravis avec Jean-Luc Odigier là, de faire qui est dans les équipes, de faire un petit tour de l'ensemble de vos solutions et de l'ensemble de ce que vous pouvez apporter dans cet environnement.